Bien, Jean-Philippe Tanguy, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre d'être là. invitation. Vous représentez la liste du Rassemblement national. Vous avez compris quel était le contexte. Nous sommes diffusés sur YouTube. De temps en temps, quelques questions, des questions toujours pertinentes, techniques qui nous sont posées, bien sûr. Puis les réponses, nous, ce qu'on espère, c'est que les réponses soient aussi pertinentes que les questions. Et puis nos trois experts qui sont là, Carole Zakin, juriste en droit de l'environnement, Delphine Gay est présidente de l'UNIFA, les acteurs de la fertilisation, et Olivier Babot est le fondateur et le président de Sapiens. Pour commencer, puisque c'est la tradition, 2 minutes pour nous dire quel est votre regard personnel et puis le regard politique que vous portez sur les questions liées à l'agriculture et comment vous les articulez avec l'Europe. La première chose, c'est que l'agriculture est une richesse exceptionnelle pour notre continent, une richesse qui n'est pas tombée du ciel, qui est issue de générations de travail, de façonnage de nos paysages, de maîtrise de techniques et de technologies qui ne sont pas spontanées. Quand on compare avec le reste du monde, l'agriculture française, l'agriculture de la plupart des pays d'Europe, est enviée, y compris par nos adversaires, comme la Chine, ou nos concurrents en tout cas, qui espionnent parfois, mais souvent aussi s'inspirent de ce que nous savons faire. Par exemple, l'élevage qui est tant décrié parfois dans nos médias nationaux et dans certaines forces politiques, la maîtrise de la génétique, la façon dont on élève nos bêtes, le rendement qu'ils ont et la qualité des produits qui en sont issus sont admirés et admirables pour nos adversaires. J'ai l'impression que les dirigeants de l'Europe, ceux qui ont construit la politique européenne depuis maintenant plus de 30 ans, ont oublié que c'est une chance et une richesse. Et les Français ne l'ont pas oublié avec le Covid. Ils ont vu que rien n'était acquis, comme dans l'énergie d'ailleurs. Rien n'est acquis, une alimentation de qualité n'est pas acquise, une alimentation souveraine n'est pas acquise. C'est le travail des agriculteurs, et donc ces agriculteurs, ils méritent non seulement d'être respectés, d'être rémunérés et d'être entendus. Ils savent comment il faut produire, ils savent comment ils pourraient mieux produire, ils savent ce qu'il faut faire, et je constate que la bureaucratie européenne, qui n'a d'égal que la bureaucratie française, ne se soucie pas de comment on peut mieux produire, comment on peut produire sur notre sol. Or, si on veut une alimentation de qualité, à des prix abordables, il faut assumer qu'il faut produire en France, produire en Europe, nous protéger de la concurrence déloyale étrangère. Et aujourd'hui, il y a juste seulement la liste de Jordan Bardella qui assume la protection. C'est facile d'assumer la protection aux élections, mais aussi la production. Et ça, aujourd'hui, il n'y a que le Rassemblement national qui assume qu'il faut produire sur notre territoire si on veut du pouvoir d'achat, si on veut de la souveraineté. Alors, aucun d'entre nous n'est agriculteur, mais nous avons pour vous une question d'agriculteur. Bonjour. Depuis de nombreuses années, je suis plus considéré comme un animateur du paysage que comme un producteur. Voulez-vous plutôt d'une Europe qui soit paysagère ou plutôt d'une Europe qui soit nourricière, sachant que le paysage est la conséquence de notre acte de production et non pas la raison première? Voulez-vous abandonner le programme Farm to Fork, qui est un programme de décroissance dont nos concurrents se réjouissent? Pour commencer, Farm to Fork, vous le gardez ou pas? Écoutez, on est au cœur du sujet, parce que vraiment, ça correspond quand même à l'essentiel de l'analyse que j'ai présentée pour le Rassemblement national. Oui, on assume que l'agriculture est avant tout nourricière. Elle est aussi, il faut le dire, on le dit rarement, une force pour notre industrie. Beaucoup d'industries se fondent sur des productions d'agriculture, qui sont d'ailleurs une clé pour la transition écologique et pour un vrai verdissement efficace, concret de notre économie, et qu'avant tout, elle est nourricière, et le travail des agriculteurs, évidemment, il façonne les paysages comme une conséquence. Et sur ce sujet-là, tout est dans tout. Moi, je suis élu Picard de la Somme. Les paysages de Picardie ont été façonnés, j'allais dire fascinés, mais c'est aussi fascinant, par le travail de générations depuis le Moyen-Âge de paysans et d'agriculteurs qui ont fait ce paysage en nourrissant les femmes et les hommes. Et une fois de plus, rien n'est acquis. Et donc respecter une fois de plus, rémunérer correctement nos agriculteurs, assumer la production, c'est permettre cette agriculture, c'est aussi permettre nos traditions. Ce n'est pas contradictoire. Et oui, nous avons voté contre. Nous sommes seuls à avoir voté contre Farm to Fork et nous sommes pour un autre programme, un programme qui assume une fois de plus de produire sur notre territoire, ce qui n'est pas contradictoire, on y reviendra j'espère, avec le respect de l'agriculture, avec le respect de l'environnement, et une vraie transition écologique. Peut-être pour commencer avec Carole Zakin. Je vais continuer sur cette lancée, puisqu'on fait bien la distinction entre la PAC qui va être verdie, donc qui intègre les exigences environnementales, et puis on a d'autres réglementations qui ne viennent pas de la PAC, qui traitent des phytos, des engrais, des sols, de la biodiversité, et qui s'imposent à l'agriculture et qui imposent des contraintes ou des exigences environnementales. Alors ma première question, ce serait de vous dire, le verdissement de la PAC,
Jusqu'où? Et faut-il encore la verdir? Deuxième question, comment est-ce que vous appréhendez ces réglementations hors PAC qui relèvent principalement de ces orientations du Green Deal? Donc, globalement, question finale, que faites-vous du Green Deal? Le Green Deal, il faut l'abandonner et totalement le repenser, dans l'agriculture comme dans les autres sujets, mais concentrons-nous sur l'agriculture. Le problème, c'est que ceux qui ont pensé ce programme n'ont raisonné qu'avec un seul pilier. On parle de verdissement, mais déjà, c'est leur faire beaucoup d'honneur. Jusqu'à preuve du contraire, les objectifs de la PAC ne sont pas des objectifs de verdissement, cela ne fonctionne pas. La décroissance n'est pas forcément la garantie d'un verdissement ou d'un meilleur respect de l'environnement. Aujourd'hui, malheureusement, les agricultures qui polluent le plus leur environnement, leur sol, et qui ont du mal à respecter, par exemple, la faune et la flore, ce sont des agricultures peu développées, avec peu de technologie. Ce ne sont pas du tout forcément les agricultures qui savent manier le mieux la recherche et la technique. Ça, c'est un faux ami. Et c'est quand même aussi une fausse information qu'on donne aux électeurs souvent, en leur faisant croire que la technologie est liée à la pollution et que l'absence de technologie serait liée à la dépollution. C'est totalement faux. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Et aujourd'hui, même les forces de droite qui, soi-disant, défendent les entrepreneurs et les agriculteurs, n'assument jamais la bataille culturelle sur la défense de la science comme un moyen, voie et moyen de respecter l'environnement. Donc moi, je refuse même de dire que la PAC de décroissance a été verdie. Ce n'est pas vrai. Et si on le compense par des importations venues de pays qui ne respectent rien et qui polluent davantage, cela n'a strictement aucun sens. Donc nous, on pense au contraire qu'il faut faire travailler main dans la main comment on produit mieux, plus, tout en respectant l'environnement. C'est possible par la recherche génétique, par des meilleures méthodes d'ensemencement, en travaillant main dans la main avec la recherche privée, la recherche publique, en faisant confiance une fois plus à la formation de nos agriculteurs, en allant de l'avant. Et si une fois plus on compare dans le temps, si une fois plus on prend l'exemple de la Picardie, on a su le faire. Je voudrais donner un exemple, l'exemple de la betterave. La betterave aujourd'hui dans le débat public est devenue une espèce de bête noire. On a l'impression que c'est lié à la pollution, à la fin des abeilles, alors que la betterave, comme cadeau de la nature et après avec le travail des hommes, est un symbole de la transition verte qui serait possible. La betterave, tout est utilisable dans la betterave. On peut nourrir les animaux, on peut faire des matériaux, on peut la méthaniser, on peut faire de l'éthanol, on peut faire de la chimie verte. Moi, j'ai une grasse crive du pneumatique dans la Somme. Ça fait 10 ans que j'essaie de me battre pour une filière de la chimie verte qui permette de relancer et de faire travailler le terroir avec l'industrie. Et donc là, on voit bien que le problème, ce n'est pas une question de normes ou de pas normes. C'est est-ce que les normes que l'on choisit sont choisies pour aller vers une meilleure production, une meilleure rentabilité, une meilleure rémunération, faire gagner des avantages comparatifs à nos agriculteurs par rapport à notre concurrence, ou est-ce qu'on voit les normes comme des poids qui non seulement ne remplissent pas leurs objectifs, on va dire, idéaux, mais en plus nous empêchent de remplir nos objectifs. Donc c'est ça, je trouve que souvent le débat, c'est pas ce que vous faites là, et je trouve que c'est pour ça que c'est intéressant le travail qu'on fait aujourd'hui. Il faut bien poser le débat. Voilà. Une norme, si vous voulez les AOP, c'est des normes, des bonnes normes. Ça nous permet de faire des bons produits qu'on peut exporter de la valeur ajoutée. Imposer plus d'une dizaine de réglementations sur les haies, plus personne ne comprend rien, même si c'est 3, comme nous dit Marc Surtout pas les Fesneau. agriculteurs. Mais voilà, c'est pas une bonne norme, tout simplement. Donc faisons attention aussi à pas noyer le bébé avec l'eau du bain, mais ce n'est pas la bonne formule. Jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne va pas le noyer, on ne le jettera même pas d'ailleurs. Sur la betterave, c'est des néonicotinoïdes dont vous parlez. Alors, interdit en France, mais en Allemagne, autorisé en pulvérisation. Absolument. Et quand on va au bout de la filière, en effet, les grands acteurs du sucre, Südzucker notamment, sont aujourd'hui allemands. La suite, avec vous, les questions liées à l'innovation. À l'innovation, oui, tout à fait. En fait, je vais avoir 2 questions qui regroupent une principale, c'est-à-dire comment faire ou refaire de l'Europe une terre d'innovation. Je représente ici le secteur privé, donc vous nous avez parlé de cette complémentarité comme un atout, recherche publique, recherche privée. Au-delà de cet atout, pouvez-vous nous dire quelle est votre vision stratégique sur l'innovation au service des agricultures et donc de la souveraineté alimentaire, et également au service de trouver des solutions aux enjeux environnementaux. Car on le voit aujourd'hui, nous sommes apporteurs de solutions, mais quels sont, d'après vous, les leviers à mettre en place pour peut-être accélérer, redonner une nouvelle dynamique à cette innovation européenne ? La première chose, c'est que l'Europe doit être à la hauteur de ses ambitions scientifiques. Je rappelle qu'en 1992, les fédéralistes ont prétendu porter l'effort de recherche sur le continent à 3%. Objectif de Lisbonne, 1992, ça fait 30 ans, ça n'a pas bougé.
y compris pour les plus grands pays qui auraient pu le faire, comme l'Allemagne, qui avec une forte base industrielle aurait pu mettre le paquet, si je puis dire, sur la recherche. Ça n'a pas été fait. Je le dis non pas pour critiquer, mais pour montrer que parler, agiter le moulin à prière à chaque élection en disant on va le faire parce qu'on va le faire, ça ne fonctionne pas. Nous, on a des engagements précis de porter la recherche française à 3% en 2030 et on a un objectif, suivant le modèle coréen ou israélien, de porter la recherche française à 4 ou 5%. Et nous pensons, dans le modèle d'Europe des coopérations, l'Europe des peuples que l'on porte, fixer de manière contraignante un objectif de recherche à 4 ou 5% pour la moitié du siècle, c'est vraiment là-dessus que devrait se concentrer de l'Europe plutôt que de se disperser. Elle ne le fait pas. Donc première étape, oui, mais première étape, il faut quand même mettre l'argent et les investissements nécessaires pour cette recherche. Ça, c'est de l'argent public, hein, oui, dont on parle là. Ça peut être aussi des soutiens comme le crédit impôt recherche. En France, il fonctionne. Moi, je vois aujourd'hui, quand on cherche les économies, on veut raboter, quand je pense qu'on veut raboter le crédit impôt recherche plutôt que nous, on propose de l'élargir plutôt aux PME pour qu'elles aient un meilleur accès. On est dans la contre-intuition et dans la mauvaise solution. Raboter le crédit impôt recherche aujourd'hui, c'est complètement stupide, c'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Premier enjeu. Deuxième enjeu qui ne coûte rien, mais qui est très important, et je tiens à le dire, c'est une fois de plus la bataille culturelle. À partir du moment où l'Europe devient un continent sénescent, où on a peur de tout, où on se protège de tout et donc on ne fait rien, où on fait peur aux gens, matin, midi et soir, sans poser les faits, prenons le débat sur le glyphosate. On ne peut pas avoir de débat sur le glyphosate. On ne peut pas savoir si oui ou non il est dangereux. La question, ce n'est pas de savoir si les phytosanitaires, si la chimie en général est dangereuse. Non, mais je veux le dire. Il y a une réponse technique là-dessus. Il y a 18 agences sanitaires dans le monde, 17 le considèrent comme non cancérogène. Et bien, c'est exactement là où je veux en venir. Sauf que quand vous interrogez les Françaises et les Français qui essaient de suivre l'actualité, qui essaient de comprendre ce qu'on leur propose, eh bien, ils ont l'impression qu'il y en a 17 qui ont dit contre. Parce que le débat français est parasité par des gens qui prétendent des choses qui ce n'est pas fondé en science et en faits. Et c'est très difficile aujourd'hui. On a eu le débat sur le nucléaire. On mettait à égalité un agitateur qui racontait n'importe quoi pour faire peur aux gens en confondant Fukushima, Tchernobyl, Sumala Island, en racontant n'importe quoi aux gens. Une part de gens de bonne foi l'ont cru parce qu'il n'y avait pas de réponse politique et culturelle à cette peur. Donc nous, le Rassemblement national, on assume de mener ici une bataille culturelle en faveur de la science, des technologies et d'assumer la vérité scientifique. Prenons la question de la recherche génétique. Une fois de plus, alors ça s'est un peu amélioré, j'essaie d'être de bonne foi, on a pu avoir un débat un peu serein sur les nouvelles variétés et la recherche génétique. Nous, on a voté au Parlement européen pour avancer là-dedans, mais que d'efforts et que de temps perdu pour répondre à des mensonges. Prenons le sujet des OGM. Bon, aujourd'hui, les OGM, on n'a jamais pu avoir ce débat. On a considéré que ce débat était fermé et on n'a jamais fait la différence entre ce qui relève de la vérité scientifique, il peut y avoir des problèmes, de la compromission de certaines agences. Évidemment, des multinationales peuvent tout à fait corrompre des résultats, faire du lobbying qui est nocif, ça il faut lutter contre, mais considérer que toute recherche génétique, par exemple, il y a un riz pour les pays en voie de développement qui a mis de la vitamine A, qui a permis de résoudre beaucoup de malnutrition, et ben heureusement que les pays qui ont eu recours à ce riz avec de la vitamine A n'ont pas eu les écolos dingos qui ont fait peur à tout le monde et qui ont sauvé des vies. Donc vous voyez bien, sur ce sujet-là, la bataille culturelle est très importante. Et le troisième ressort, c'est comment voulez-vous que des jeunes s'engagent si on présente toujours l'agriculture comme une espèce de relique ou jardiland, alors que c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur technique, c'est un secteur qui mérite d'être valorisé. Les paysans et les paysannes, c'est un beau nom, sont des gens compétents, qui ont des compétences. Ce sont plutôt des ingénieurs du vivant que des paysans. Absolument, absolument, c'est vrai. Et donc, il faut les valoriser, les présenter comme tels, et pas seulement comme des gens sympathiques, ou renvoyer, j'entends des adversaires de gauche, qui veulent renvoyer des dizaines de milliers de personnes dans les terres, évidemment, sauf eux. Évidemment, ce n'est pas Marie Toussaint et Raphaël Glucksmann qui va aller se casser le dos pour aller biner parce qu'on ne veut pas utiliser de produits phytosanitaires. Il y a une question qui très courte. Très courte, je vous le promets. Bavard, désolé. Donc, pour vous, renforcer notre souveraineté alimentaire passe par également se donner les moyens collectivement pour renforcer notre souveraineté industrielle européenne et donc notre secteur de recherche et développement. Mais comment donner plus de visibilité aujourd'hui aux entreprises quand on voit des sujets dont vous venez précédemment de parler qui ont été bloqués pendant des années ?
Quels sont les leviers pour vous ? C'est vraiment là la différence d'approche qu'on a de la construction européenne. Nous, on est pour une approche de coopération volontaire et de projet par projet. Si on attend toujours que 27 personnes se mettent, enfin 27 gouvernements avec tous leurs lobbies, toutes leurs représentations se mettent d'accord, qu'on attende un vote au Parlement, puis au Conseil, puis tatati tatata, ça n'avance pas. Les modèles qui ont fonctionné en Europe, que ce soit Ariane Espace, quand la Commission ne s'en mêlait pas, ou Airbus, c'était des modèles de coopération. Airbus, Airbus, même à l'Europe, même au moment où l'Europe n'était pas autant élargie, ce n'était pas l'ensemble des pays européens, c'était les pays volontaires et on avançait. Il faut revenir à cette logique de coopération et de lancer des projets, donc dire aux entreprises qui peuvent nous aider, entreprises françaises, entreprises européennes, peut-être aussi des partenaires dans d'autres pays avec lesquels il n'y a pas de conflit de souveraineté évidemment, de se lancer avec nous. Mais ça fonctionne aussi de temps en temps, il ne faut pas non plus être tout négatif. Airbus, ça a fonctionné. Quand on voit les difficultés de Boeing aujourd'hui, ce n'était pas gagné d'avance. Donc tout n'est pas négatif, mais la logique de coopération, d'ailleurs nos adversaires Renaissance, en fait, donnent toujours comme exemple des réussites qui montrent que c'est la logique de coopération qui fonctionne, Airbus, Erasmus, et pas la logique de la Commission européenne qui n'a rien fait de bon ou qui a mis un temps fou à porter des projets à toute petite échelle. Olivier Babot. Oui, dans le récent mouvement des agriculteurs, la critique du commerce international tenait une place importante, avec notamment cette idée qu'une concurrence est bonne si elle est équitable, c'est-à-dire si les règles du jeu sont les mêmes. Alors je crois que c'est l'idée des clauses miroirs que porte le Rassemblement national. Qu'est-ce qui coince aujourd'hui dans les clauses miroirs ? Ça paraît une idée assez simple. Quelles sont les conditions de possibilité pour y arriver ? Et peut-être la question subsidiaire, c'est est-ce qu'il faut qu'on mette les exigences de l'étranger au niveau des nôtres, ou est-ce que nous devons mettre nos exigences au niveau des exigences étrangères ? Marine Le Pen a parlé pendant 10 ans du juste échange. Libre-échange, et nous on est pour le juste échange. Ça implique la loyauté, ça implique la réciprocité, ça implique ce que vous appelez les clauses miroirs, qui est apparu récemment dans les nouvelles négociations. La condition des clauses miroirs, c'est que les démocraties, les économies qu'on a en face de nous soient suffisamment transparentes et de confiance pour qu'elles soient appliquées. Il est aujourd'hui impossible de contrôler tous les conteneurs qui arrivent dans les ports. Il faut arrêter de dire n'importe quoi aux gens. Voilà. Donc pour que ça fonctionne, il faut avoir confiance dans les pays d'origine ou que les pays d'origine aient des pratiques qui ne soient pas éloignées des nôtres. Donc se prévaloir de clauses miroirs juste sur un bout de papier, ça ne suffit pas. On ne peut pas avoir confiance dans des pays en voie de développement qui n'ont pas la démocratie que nous avons, l'administration non corrompue que nous avons, parce que c'est aussi un atout des pays européens dont on ne parle jamais. Nous avons des fonctionnaires compétents, honnêtes et intègres. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Et donc, les clauses miroirs aujourd'hui, bien sûr que ça va dans le bon sens, mais attention, ça ne peut pas être une formule magique si derrière, il n'y a pas des démocraties avec lesquelles on peut avoir confiance, ou dans le cas du Canada, par exemple, pour le CETA, on recevait encore la filière bovine et ovine aujourd'hui au Parlement, où leurs pratiques étant si différentes des nôtres, l'utilisation de certains médicaments, pas forcément d'hormones de croissance, mais médicaments qui en sont proches, font en fait que créer une nouvelle filière est quasiment impossible, et donc une fois plus, on se fourvoie. Voilà. Donc le commerce loyal avec des personnes avec qui on peut avoir confiance. On en a un au sein de l'Union européenne, ça s'appelle la Suisse, enfin au sein du continent européen, pardon, ça s'appelle la Suisse. Bon, il n'y a jamais eu de scandale sanitaire avec la Suisse, c'est un partenaire fiable avec qui on peut avoir confiance. Et voilà. Après, il faut aussi se poser, au-delà de ça, quel partenaire on veut avoir. Moi, je me souviens, alors ce n'est pas dans l'agriculture, mais on pourrait trouver sans doute des exemples agricoles, de ces ouvrières au Bangladesh, plusieurs milliers d'ouvrières qui sont mortes parce que leur usine s'est effondrée alors qu'elles travaillaient dedans. Il faut aussi avoir le courage de dire que certains pays n'offrent aucune garantie avec laquelle on peut commercer. Et c'est trop facile, si vous voulez, de dire que parce qu'on signe un bout de papier, on ne se soucie pas, tel Ponce Pilate, on se lave les mains des conséquences. Mais pour répondre à la question d'Olivier Babot, l'alignement sur les normes, c'est sur le plus haut niveau, sur le nôtre. Bien sûr, mais on en revient, oui, mais on en revient aussi à la discussion qu'on avait eue au début de cet entretien. Quelles normes on choisit ? Il s'agit aussi, pour que ce soit possible, de faire le tri entre des normes, une fois plus, qui vont dans l'intérêt du consommateur ou qui vont dans l'intérêt des agriculteurs, parce que ça les protège de la concurrence déloyale, et des normes absurdes. Si on aligne tout par le haut et qu'on donne toujours raison à la bureaucratie et à la peur, on arriverait à des prix de revient, évidemment à des coûts de revient très élevés, et là arrive évidemment le problème du pouvoir d'achat. Ça c'est l'angle mort, je suis désolé, de la NUPES, qui dit aux gens on peut avoir des prix planchers, enfin en gros on peut réglementer tous les prix, tous les prix, tout en mettant des normes maximales. Dans ce cas-là, en gros, le prix aujourd'hui de l'agriculture de luxe sera le prix de l'agriculture, non pas de premier prix, mais d'entrée de gamme. Pardon.
Que propose le Rassemblement national dans le cadre de ces élections pour protéger la filière viticole, vous demande un de nos téléspectateurs. La filière viticole française, déjà, il faut le considérer quand même dynamique, grâce au savoir-faire et à la qualité de nos cépages et de nos terroirs. Là, on est vraiment dans la concurrence déloyale. C'est d'ailleurs ce qui ont les manifestations dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude ou l'Hérault, ce sont sur des pratiques déloyales, notamment de la grande distribution, il faut bien dire, qui joue sur l'ambiguïté sur certaines appellations, présente des bouteilles pour ce qu'elles ne sont pas. Et là, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont une mesure très simple, c'est que nous voulons que que le revendeur final, c'est souvent quand même la grande distribution, soit responsable des fraudes que l'on pourrait constater. Aujourd'hui, la grande distribution, si la centrale d'achat fait n'importe quoi et qu'on constate en magasin des bouteilles qui ne respectent pas la réglementation ou la loyauté, c'est pas de sa faute. Voilà. Vous feriez fermer les négociations, les lieux de négociation, les centrales de négociation de vente à Bruxelles et à Amsterdam? Fermé? Oui. Écoutez, pas forcément. Une fois de plus, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Aujourd'hui, ça ne semble pas... Qui servent aux distributeurs français. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, il faut se méfier des baguettes magiques. Le lieu peut compter. Il peut y avoir des zones grises, il peut y avoir des lieux qui favorisent un certain nombre de pratiques déloyales. Mais là, on voit bien que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que la grande distribution a un pouvoir de marché exorbitant du fait de sa puissance de marché, de son rôle de marché, et que vous pouvez fermer la centrale de marché. Avant, il y avait, excusez-moi, les mêmes pratiques dans des couloirs ou dans des réunions. Et par exemple, Marine Le Pen avait proposé de renforcer considérablement la lutte contre toutes les fraudes, y compris les fraudes de commerce ou les fraudes de certains peu reluisantes. Aujourd'hui, on n'a pas du tout les moyens d'avoir une lutte contre les ententes, les accords illicites qui protègent en fait les petits. Parce que le problème fondamental de l'agriculture, c'est que vous avez plusieurs milliers d'entrepreneurs qui font face à 3 ou 4 mastodontes. Oui. Et il y a un déséquilibre du marché. Donc le débat n'est pas entre être libéraux ou être soviétiques. Ça, c'est de la mauvaise foi, c'est de la caricature. Même au sein du libéralisme, il faut une équité et il faut un rapport de force équitable. Et c'est pour ça qu'on veut un arbitrage de l'État qui intervienne quand les plus gros se comportent très mal, il faut le dire. Jean-Philippe Tanguy, une minute. Une minute pour vous adresser à ceux qui nous suivent aujourd'hui et leur dire pourquoi, selon vous, il faut soutenir la liste conduite par Jordan Bardella. Bien, tout simplement parce que Jordan Bardella mène une liste qui a confiance dans les atouts de la France, qui a confiance dans la valeur de nos agriculteurs et qui veut leur donner les moyens de réussir, les moyens d'être indépendants, les moyens d'avoir des aides qui les aident à investir et pas non plus où ils se sentent avoir un collet à la gorge parce qu'ils doivent remplir des documents toute la sainte journée et considérés comme des criminels ou comme des pollueurs. Voilà, c'est une liste de confiance dans nos territoires, une liste de confiance dans celles et ceux qui savent travailler, qui veulent travailler, qui veulent vivre de leur travail et qui pourront apporter aux Françaises et aux Français des produits de qualité comme ils l'ont toujours fait. Et donc c'est vraiment avoir confiance dans l'avenir, avoir confiance dans la puissance de la France et dans la coopération européenne, d'avoir vraiment une Europe qui vienne en soutien, en Europe puissance, qui n'est pas une Europe contraignante et bureaucratique, qui ne pense qu'à protéger quelques bureaucrates frileux, plutôt que de donner à nos entrepreneurs, à nos agriculteurs les moyens de leur réussite. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy, merci d'être venu pour répondre aux questions de ceux qui nous suivent et puis de nos experts, des experts du Club Sapiens. Merci. Merci, au revoir. Merci.